Salut à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir, on vous propose de la bande dessinée et du ciné. Pour la BD, on ira faire un tour en direct et en duplex à l'expo Bob Moran qui se tient actuellement à la Maison de l'Avocat à Nantes. C'est Benoît Balti qui est sur place, accompagné de Denis Vanier derrière la caméra. Cette superbe mise en scène. Voilà, un petit coucou. Et tout à l'heure, dans quelques instants, vous saurez tout du retour de Bob Moran. C'est la nouvelle BD, Les Terres Rares, qui est sortie, qui va sortir le 30 octobre, mais qui est présentée là en exclusivité. Elle est dessinée par un Nantais, Cocorico. Et puis pour le ciné, c'est Elsa qui nous rejoindra. Et ce soir, elle nous recommande chaleureusement L'Homme irrationnel. C'est le dernier film de Woody Allen. Bob et Woody, c'est le duo de choc et de charme du 18h de Télé Nantes du 22 octobre qui démarre tout de suite. Si je vous dis Bob Moran, avouez que, comme moi, vous avez envie de chanter. Voilà, la chanson d'Indochine. Bob Moran contre tout chacal, hein, on dit un petit peu loin, un peu plus loin dans le refrain. Mais Bob Moran, ce n'est pas que cette chanson, non, 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 c'est un héros de BD qui revient après de longues années d'absence avec un tout nouvel album, une nouvelle façon, un nouveau personnage, nouvel environnement, qui fait l'objet du coup d'une expo assez exceptionnelle qu'on peut voir à Nantes depuis le 14 octobre à la Maison de l'Avocat. Et ça tombe bien car Benoît Balti y est présentement grâce à la magie de la liaison 4G. Il est avec Denis Vanier derrière la caméra et il va nous parler un peu de cette nouvelle BD avec l'ensemble de ses invités. On le retrouve tout de suite, Benoît. Eh oui, bonsoir Annelise. Effectivement, comme vous le disiez, Bob Moran, ce n'est pas que la chanson d'Indochine, c'est tout un univers et on va le découvrir ce soir. Je suis au cœur de cet expo événement pour le lancement de la nouvelle série Bob Moran Renaissance. On va donner quelques chiffres quand même pour voir ce que représente Bob Moran depuis sa création en 1953. C'est plus de 200 romans, plus de 120 albums de bande dessinée. Et cette nouvelle série, eh bien, elle réinvente la trajectoire de ce héros et on va voir tous les défis qu'il a fallu relever. Tout de suite, avec mes premiers invités, que je rejoins, les deux co-scénaristes de cette nouvelle série Bob Moran Renaissance. Bonjour messieurs, Luc Brunwich et Aurélien Ducoudray. On va tout de suite dire d'emblée que ce que vous nous proposez, ce n'est pas la suite des aventures de Bob Moran. On revient à la jeunesse des choses. Qui commence à me répondre? Luc. Je crois qu'on peut vraiment dire qu'on prend le parcours au démarrage, c'est-à-dire que là, pour l'instant, Bob Moran n'est pas encore l'aventurier tel qu'on l'imagine. C'est pas quelqu'un qui, pour l'instant, court au devant de l'aventure. C'est quelqu'un qui a des idées généreuses, qui a envie de partager son savoir, ses capacités avec les autres, qui est quelqu'un de très altruiste, qui s'engage dans un premier temps dans l'armée française, justement pour pouvoir faire profiter l'armée, le monde, les gens. De ce qu'il connaît, puisque c'est quelqu'un qui a un QI extrêmement élevé, qui est un jeune surdoué. Et... C'est pour ça, militaire, c'est pour ça qu'on est ici sous une tente un peu checkpoint. Tout à fait, tout à fait. Il commence, en fait, l'histoire commence avec Bob Moran qui est parti en mission avec l'ONU et qui est une mission d'interposition au Nigeria entre les communautés chrétiennes et musulmanes au moment d'une élection, et ça se passe très mal. Et les troupes de l'ONU s'interposent, sauf qu'elles n'ont pas le droit d'intervenir. Elles n'ont pas de droit d'ingérence, comme on dit. On va en parler un petit peu plus tard, justement, de la trame de cette histoire. Mais même si, effectivement, vous réinventez aussi ce personnage, vous avez quand même gardé des fondamentaux. Je veux bien sûr parler des autres personnages secondaires. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? En fait, pour réinventer, il faut d'abord garder les bases, s'en inspirer et essayer de les... Nous, le but, c'était de les actualiser, en fait. D'en faire quelque chose de contemporain qu'un lecteur d'aujourd'hui et pourra prendre plaisir à suivre. Des autres personnages, en fait, on a gardé tous les personnages. Il y aura Bill Ballantine, qui aura le même caractère de cochon, qui aura changé un petit peu d'apparence, mais on l'a modernisé. Il reste un peu ce grand colosse roux écossais. Bien sûr, c'est sa marque de fabrique, donc il fallait conserver ça. En plus, c'est un personnage vraiment attachant, quoi. Il y aura aussi, bien sûr, un vrai héros ne va pas sans son ennemi. Généralement, on dit qu'une bonne histoire, c'est un bon méchant. Donc là, ça aurait été du suicide de ne pas garder l'ombre jaune. Donc l'ombre jaune sera là. On ne vous dit pas où et quand, mais il sera là. Il y aura aussi, bien sûr, Sophia Paramount, qu'on a transformée en journaliste globetrotter
costaud, on va dire, disons, un personnage vraiment costaud. Beaucoup de tempérament. Oui, oui, elle est, non, mais elle est énergique, elle sait ce qu'elle veut. C'est une grande reporter et elle, enfin, je veux dire, c'est une photographe, photoreporter. Elle veut le cliché. Elle est prête à tout pour l'avoir, dans les limites du raisonnable, bien sûr. Mais elle est vraiment prête à tout, quoi. Alors, Bob Moran, tel qu'il a été créé par Henri Verne en 1953, il évoluait dans l'univers des années 50. Aujourd'hui, on l'aura compris, hein, vous le transposez dans notre époque. Est-ce que ça a été compliqué de transposer ce héros dans notre époque? En fait, non, parce qu'on est vraiment parti du personnage. On n'a pas essayé absolument de le fourrer, on va dire, dans notre époque. On a essayé plutôt de créer un personnage contemporain, de lui créer des motivations, d'expliquer pourquoi ce personnage aujourd'hui va devenir un aventurier à une époque où finalement tout le côté exploration n'existe plus. On a fait à peu près le tour des questions, on va dire, géographiques. On a découvert tous les lieux qui existent. Alors, la question qu'on se posait, c'est quoi un aventurier aujourd'hui? Et on s'est dit, finalement, c'est quelqu'un qui a justement ses envies généreuses par rapport aux autres et qui découvre que quand il met sa générosité au service d'un État ou d'une grande cause, se rend compte finalement que tout ça est assez rapidement détourné, assez loin du but de départ et qu'on arrive à des choses qui semblent assez négatives. Et on a voulu voir comment ce personnage allait prendre son indépendance par rapport à tout ça et justement devenir un aventurier moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus en lien avec un pays, avec un État, avec des institutions. C'est quelqu'un qui choisit de se battre pour des causes et qui le fait avec ses armes à lui. Voilà. Alors, il y a des thèmes qui sont évoqués dans cet album qui s'intitule Les terres rares, qui résonnent beaucoup avec l'actualité. Je vais en citer quelques-uns, des attentats terroristes, une secte islamiste. Tout ça, c'était important aussi pour vous? Je pense que c'est aussi les grandes tensions qui traversent le monde actuel. Donc je pense que si on voulait un personnage actuel, il fallait le mettre en rapport et face à ces grandes tensions. En fait, ce qui nous intéressait dans Bob Moran, on a plein de questions nous, sur le monde actuel, tous les deux, comme en tant que scénaristes. Et Bob Moran nous sert d'expérimentateur de ces questions. Donc c'est lui qu'on envoie au front, en fait. C'est lui qui va morfler avec toutes ces questions. Nous, on est plus tranquille derrière. Mais lui, oui, il va souffrir, il va se poser toutes les questions, il va essayer d'apporter quelques réponses. Mais on sait très bien qu'une réponse, c'est jamais tout bon ou tout mauvais, quoi. Donc il va se débrouiller avec ça. Vous ne serez pas embarqué dans une intrigue géopolitique au Nigeria comme Bob Moran. J'avais envie d'évoquer un dernier aspect avec vous parce qu'il y a cette trame géopolitique qui est le fil rouge de cet album. Mais aussi dans cet album, il y a un aspect futuriste. On est presque à la frontière avec la science-fiction. Peut-être qu'on la dépasse quelquefois. Vous pouvez m'en dire un petit mot, Luc? Oui, l'idée c'était à la fois de parler du monde d'aujourd'hui, mais aussi de commencer d'utiliser le personnage de Bob Moran pour commencer à explorer les conséquences de toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, et donc de précéder un peu tout ça, et d'avoir les premières inquiétudes, questionnements, et que Bob apporte ou non des réponses d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui est bousculé par les choses qu'il traverse, qui va se forger à travers ses rencontres, à travers les combats qu'il va mener. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on va faire évoluer psychologiquement au fur et à mesure de ses aventures. C'est pas comme dans les années 50 où c'était quelqu'un qui était très droit dans ses bottes et qui le reste pendant 210 romans. Nous, on va vraiment avoir un personnage qui va passer par différentes phases et on va blesser. On va lui blesser l'âme et c'est à travers sa capacité à reprendre la main qu'on va écrire nos aventures. Je pense que tous ces éléments vont éveiller la curiosité de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, messieurs. Moi, je vais continuer mon petit périple au sein de l'exposition et retrouver un nouvel invité. À bientôt, messieurs. Alors, ce nouvel invité, c'est le dessinateur de Bob Moran et Cocorico. C'est un Nantais. On va rejoindre Dimitri Armand qui est là. Voilà, je l'ai trouvé, Dimitri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est content, on est chauvin. Félicitations. Merci beaucoup. Vous reprenez quand même un héros emblématique de la bande dessinée. Il y a eu de la pression, Dimitri? Non, sur le coup, il y a eu vraiment aucune pression parce que je savais que j'allais être libre en fait graphiquement de tout ce que je voulais faire. On m'a vraiment dit amuse-toi, reprends le personnage comme tu le sens, fais ce que tu veux avec. Donc au départ, en fait, c'était très libre. La pression, elle vient plutôt maintenant. On voit qu'il y a quand même quelques enjeux autour de l'album et là, ça fait beaucoup plus peur quand même qu'au début.
Ça se refusait pas une telle proposition, Dimitri? Sincèrement, au tout début, c'est pas que je voulais refuser, mais c'est que je savais pas ce qu'on nous proposerait. Et je pensais qu'il fallait reprendre Bob Moran en restant dans l'esprit très vintage, on va dire, de Bob Moran. Et au départ, moi, c'est pas que j'étais à deux doigts de refuser, mais j'ai vraiment dû avoir l'ébauche de scénario pour moi être vraiment convaincu et savoir que je serais libre aussi graphiquement de faire ce que je veux. Et là, pour le coup, ça s'est pas refusé. Ouais. C'est l'idée aussi de le transposer dans notre époque, de le moderniser aussi. Oui, complètement. C'est dire, voilà, un aventurier, qu'est-ce qu'un aventurier d'aujourd'hui? Puisque Bob Moran, c'est un personnage qui a été créé dans les années 50, donc qui a été créé pour son époque, on va dire. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est de dire, voilà, que serait Bob Moran s'il est créé dans les années 2015, en fait. Alors, pour son ami Ballantyne, vous n'avez pas eu trop de mal à le trouver, hein, je crois que ça a été assez rapide, mais pour lui, Bob Moran, pour trouver ses traits, ça a été un peu plus compliqué. Oui, parce que Bill, en fait, il m'est venu tout de suite. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Quand j'ai lu le scénario, j'ai imaginé cette espèce de colosse biker. Pour Bob Moran, c'était plus dur parce que malgré tout, il fallait rester proche du Bob Moran originel, tout en arrivant à le moderniser. Mais malgré tout, réussir à trouver ses marques, c'est essentiellement graphiquement, en fait. Parce que Bill Ballantyne, il est très simple à appréhender. C'est vrai que, il est très simple. Je ne sais pas si on ne le voit pas ici. Non, il n'est pas là, Bill. Mais c'est vrai que Bob est beaucoup plus classique, on va dire, physiquement. Et du coup, c'était dur de réussir à trouver un petit plus pour mettre ma patte sur ce personnage. Est-ce que l'éditeur, la maison d'édition Le Lombard, vous avait donné quelques consignes, avait aussi des exigences de base pour ce personnage? Non, vraiment aucune. Moi, c'est vraiment ça qui m'a séduit, en fait. C'est que j'ai vraiment été libre. J'ai vraiment travaillé sur ce projet comme un projet complètement personnel, en fait. Donc, il n'y avait vraiment aucune contrainte de la part ni de l'éditeur, ni des scénaristes, ni de personne. Quoi. Donc voilà, créé en toute liberté. Du coup, Bob Moran, c'est un personnage qui a évolué sous le crayon de 5 dessinateurs. Je vais en citer 2, hein, Attanasio ou encore Coria. Comment vous vous êtes placé par rapport à vos prédécesseurs? Dans une droite lignée où vous avez voulu vraiment vous émanciper de ce qui a été fait pour ce personnage? Encore une fois, tout est venu naturellement. C'est-à-dire que je me suis émancipé, mais sans chercher à le faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait... pas ce que je savais faire, mais jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de travailler sur des univers très variés. Et là, en fait, j'ai juste abordé le projet de la même manière que d'habitude, quoi. Donc, j'ai pas cherché à regarder ce qui avait été fait. J'ai pas cherché à me dire voilà, il faut que je m'émancipe et que je ne fasse pas ça. Je pense que c'est juste, j'ai pas un dessin des années 50 et l'émancipation. Mais vous l'avez gardé brun, plutôt grand. Oui, voilà, en fait, je garde les caractéristiques de base de chaque personnage parce que l'idée, c'est pas de trahir. Mais par exemple, Bill, c'est le bon exemple. Là, je sentais qu'il fallait pas quelqu'un avec une raie sur le côté, que c'était plutôt ce gros biker que j'avais en tête et je me suis permis de faire ça. Une dernière question très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. On vous a connu dans un registre fantastique, Dimitri, notamment avec la série Angor. Ça a été facile pour vous de passer à un registre aventure, en quelques mots? En quelques mots, ça s'est fait naturellement, mais j'appréhendais l'univers contemporain. D'autant que là, en parallèle, je faisais un western. Donc je venais de la fantasy, du western, et là, j'ai dû faire du contemporain. Donc c'était assez stressant, on va dire. Mais ma foi, je l'ai juste vécu comme un nouveau challenge. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, bravo. Encore félicitations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dimitri. On va rejoindre nos derniers invités qui se trouvent dans la salle consacrée à une rétrospective de Bob Moran, comme j'ai dit, qui existe depuis 1953. Et mes prochains invités, c'est à eux qu'on doit cette exposition événement à Nantes. J'ai avec moi, je rejoins Gauthier Van Meurbeck. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Et Romain Trouillard de la mystérieuse librairie. Je ne vous ai pas présenté, Gauthier, vous êtes le directeur des éditions Le Lombard en Belgique. Alors, Romain de la mystérieuse librairie, en partenariat avec les éditions Le Lombard pour cette exposition événement. Heureux pour un tel événement BD? Ah mais oui, très heureux. On est très heureux de pouvoir accueillir cette exposition. On voulait vraiment mettre en avant le travail de Dimitri, d'Aurélien, Aurélien Ducoudray et Luc Braunschweig. Mais on est vraiment très très content de pouvoir proposer ça à Nantes, en plus la ville d'origine de Dimitri. Puis Bob Moran, c'est quelqu'un qu'on
connaît de nom, on connaît par la chanson d'Indochine, parce que tout le monde y pense, mais on ne connaît pas véritablement le héros qui se cache derrière. Et voilà, c'est l'occasion de redécouvrir avec cette renaissance en bande dessinée. Alors, on a beaucoup parlé du contenu de ce nouvel album, mais parlons un peu de cette exposition. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs ici à la Maison de l'Avocat ? Alors l'exposition est essentiellement centrée sur le personnage, le nouveau Bob Moran, et sur 3 axes: la partie militaire, la partie scientifique, puisqu'on est vraiment dans une anticipation, et la partie aventure, qui est la dernière partie, le Bob Moran qui est un aventurier, qui va courir partout, qui est un homme d'action. Et puis une petite partie qu'on réserve à la fin pour rappeler que Bob Moran est parmi nous depuis les années 50 et qu'il a traversé le temps et qu'aujourd'hui encore, il a une chance de vivre. Partie dans laquelle on se trouve actuellement. Alors Gauthier, qu'est-ce qui a poussé les éditions Lombard je dirais, à relancer l'aventure bande dessinée de Bob Moran ? Je dirais avant tout, c'est sa notoriété. Ce qui était intéressant avec Bob Moran, c'est que d'un côté, il y avait une certaine érosion du lectorat parce que le personnage n'était jamais vraiment renouvelé. D'un autre côté, il y avait cette notoriété immense, cette célébrité. C'est toujours Indochine, mais même au-delà de ça, je pense qu'il était quand même connu par la littérature, la bande dessinée. Du coup, le pari était assez tentant pour un éditeur. Donc oui, parce que vous rééditez aussi l'intégrale de Bob Moran en parallèle avec cette nouvelle série. Il y avait besoin aussi un peu de planches neuves. Pour refaire parler d'un personnage, il fallait effectivement un prétexte, donc une nouvelle approche, ce qu'on fait, je trouve vraiment avec brio les auteurs. Mais on savait que cette nouvelle approche était quand même assez audacieuse, assez décalée, et on ne voulait pas être mal compris non plus des fans, du noyau dur des fans de Bob Moran, quant à notre respect du personnage. Donc le message était de dire vraiment, il y a une nouvelle série, une approche un petit peu parallèle, comme ça peut se faire avec les grands héros du comics américain, mais qui n'invalide en rien l'existence de l'univers du personnage tel qu'il est, tel qu'on le connaît. Donc une nouveauté, oui, et en même temps rééditer les albums de la série, ça avait du sens pour vraiment rappeler un peu les origines surtout, quoi. C'est un peu à la mode hein, de faire revivre les grands héros de la bande dessinée. Il y a eu Corto Maltese récemment, même vous, je crois que vous avez donné un petit coup de jeune à Ricochet. Là, Bob Moran, est-ce qu'on a du mal à inventer de nouvelles figures de la bande dessinée aujourd'hui ? C'est un peu plus compliqué que ça, en fait, mais oui, il y a de ça. C'est vrai que les éditeurs parfois manquent d'imagination, moi le premier. Cela dit, il y a un petit moment comme ça qui est lié à l'actualité, à Corto Maltese, et je pense aussi à Ricochet et Bob Moran, parce que chaque approche avait une particularité. Cela dit, la tradition des reprises en bande dessinée, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des grands héros de bande dessinée, Lucky Luke, Astérix, 13, Spirou, évidemment, sont tous des reprises. En fait, c'est une tradition qui est vraiment assez ancienne. On en parle un peu plus maintenant pour un moment, je crois, de convergence de sujets, mais c'est en soi pas très révolutionnaire. Pour revenir à votre question, je crois que le problème vient de la surproduction. C'est qu'il y a trop d'albums en librairie et que les lecteurs sont un peu perdus. Et parfois, les éditeurs se disent, on va prendre des choses qu'ils connaissent un petit peu pour émerger un petit peu. On revient aux valeurs sûres aussi, hein. Romain, juste un dernier mot, la sortie officielle de ce nouvel album de Bob Moran, c'est le 30 octobre, mais je crois qu'ici, on peut l'avoir en avant-première. Voilà, tout à fait. En fait, on a la chance, grâce aux éditions Le Lombard également, de pouvoir proposer l'album à l'exposition, donc aujourd'hui, demain, samedi, et l'album sortira officiellement le vendredi 30 octobre dans toutes les librairies de France. Dont la mystérieuse librairie nantaise. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que aussi cette exposition, elle dure jusqu'au 31 octobre à la Maison de l'Avocat. Voilà, Anis, ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle série Bob Moran Renaissance qui est lancée officiellement à Nantes. Je vous rends l'antenne. À bientôt. Merci beaucoup Benoît Pelletier, merci aussi à Denis Vernier qui vous accompagnait, et merci aussi à Romain Trouillard qu'on a l'habitude de voir sur ce plateau et là qu'on a vu en direct de cette expo Bob Moran dont on vous parlait déjà depuis pas mal d'émissions. On rappelle donc que l'expo elle est visible du lundi au samedi de 14h à 17h. C'est à la Maison de l'Avocat rue Lanoux Bras de Fer sur l'île de Nantes derrière le Palais de Justice. Et puis pour se procurer l'album, vous l'avez entendu, c'est le 30 octobre mais en avant-première dans le cadre de l'expo. Et tout de suite comme promis on va parler cinéma et on va parler Woody Allen. C'est Elsa qui nous rejoint.
C'est toujours un peu un événement, on se pose la question, est-ce un bon cru, est-ce un mauvais cru? C'est un petit peu le Beaujolais du cinéma, c'est Woody Allen, il revient tous les ans. Et là, il revient avec L'homme irrationnel. Bonsoir Elsa. Exactement. Bonsoir Annelise. C'est très drôle parce que j'ai un collègue à la radio mardi qui a dit exactement la même chose que toi. Voilà. Je l'ai pas entendu. C'est comme un bon vin, Woody Allen, c'est ça. Alors on est plutôt sur un bon whisky avec son personnage principal. Parce que c'est plus fort. Voilà, ouais, c'est plus costaud. Et puis surtout, son personnage principal est un peu alcoolique. Bref. Ça tombe bien. L'homme irrationnel de Woody Allen, il y en a tous les ans, tu l'as dit, qui était hors compétition à Cannes. Il paraîtrait-il que Thierry Frémaux a réclamé ce qu'il soit en compétition, mais comme tout le temps, Woody Allen a refusé. Ouais. Il ne veut décidément pas. C'est dommage parce qu'il aurait été bien au-dessus de la mêlée. Là, il n'y avait pas photo. Dernier film avant, Magic in the Moonlight, qui était un peu léger, qui n'était pas son meilleur cru. Ouais, c'était un Beaujolais sympa, mais sans plus. Avec un petit goût de banane. Et voilà, exactement. Et avant, quand même, il y avait Blue Jasmine, là. On était dans le dur, c'était très très bien. Un sur deux, un peu, hein, on dit aussi. Ouais, bah alors moi, j'ai aucune objectivité avec Woody Allen. Je le dis sans honte aucune. J'assume tout à fait. J'ai aucune objectivité. Je suis vraiment très 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 fan. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un super casting. Joaquin Phoenix et Emma Stone qu'on avait déjà vu dans le précédent Magic in the Moonlight, donc sa nouvelle égérie, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, Joaquin Phoenix qui joue un prof de philo un peu sur le retour, mais très, très apprécié, avec une sulfureuse réputation quand même. Donc, alcoolique, un peu dépressif, un peu nihiliste même, voilà. Donc, il force un peu sur la bouteille, tout ça. Il a pris du ventre, hein, on ne le voit pas très bien là à l'écran, mais il a pris du ventre pour le rôle, tout ça. Il est moins sexy que Joaquin Phoenix, mais il fait quand même tomber toutes les étudiantes. Et la première... Le charme du prof de philo. Hein. La philo selon Philippe, on se rappelle. Ça ne pardonne pas. Voilà, alors il est un peu plus... ténébreux. Voilà, un peu plus élevé, on va dire. Voilà. Et il nous parle de Kierkegaard, tout ça, et il fait tomber son étudiante qui est jouée par Emma Stone, et puis une autre collègue enseignante, bref. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Finalement, pas grand-chose. Il s'ennuie un peu, on l'a dit, il est dépressif. Et puis, finalement, au détour d'une conversation dans un café, une conversation des gens qu'il ne connaît pas, il va se trouver une sorte de nouveau hobby, c'est-à-dire commettre un crime. Et là, ça va lui redonner goût à la vie. Et voilà, va suivre plein de péripéties que je ne vais pas spoiler évidemment pour nos spectateurs, mais qui sont très très sympas. Alors pourquoi c'est un bon cru? Parce que le scénario, comme d'habitude, est extrêmement habile. Voilà, Woody Allen, c'est une écriture incisive, intelligente, c'est très très habile. C'est à la fois cynique et à la fois drôle. Voilà, il est jamais aussi bon Woody Allen que quand il maltraite un peu ses personnages. Et là, il les maltraite lui gentiment. Il prend le spectateur en complice, évidemment. Exactement. Et donc, il va nous faire poser, à travers un prof de philo, exactement tout un tas de questions existentielles. Voilà, qu'est-ce que la raison? Qu'est-ce que la morale? Alors, la morale et la morale en deux mots, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Et du coup, il va épargner personne dans cette espèce de fable, on va dire, cynico, drôle. Voilà, il oscille entre tous les genres. Est-ce que c'est un film noir? Est-ce que c'est un film comique? Et il n'est jamais aussi bon que là-dedans, finalement. Du coup, c'est un excellent cru. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il est sorti le 14 octobre, mais là, on est en plein dans les vacances de la Toussaint. Et c'est un film qui est un petit peu léger quand même pour les vacances, qui va bien aux vacances. Oui. Quand même. Oui, il est quand même. Alors, c'est plus léger que Blue Jasmine, qui pour le coup était vraiment assez dur. Voilà, c'est même pas qu'il la maltraitait, il était carrément méchant avec elle. Oui, c'est plus léger. Et pas puis trop surtout... prise de tête, parce que vous avez dit philo, tout ça, ça peut faire peur. Non, pas du tout. C'est pas du tout prise de tête. C'est pas du tout. Il y a quelque chose de léger quand même. Tu l'as dit. Hein. Et puis surtout, ça peut être un film de famille, c'est-à-dire avec des ados, des grands ados. Hein. Attention, on n'emmène pas. Mais ça peut être un film qu'on va voir en famille pour les vacances. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc L'homme irrationnel de Woody Allen. Je ne ferai pas l'affront de vous le prononcer en anglais. Ah voilà, Irrational Man. Que vous pouvez voir à l'UGC Ciné-Cité Atlantis, au Pâté Atlantis aussi, au 14A à Nantes et au Gaumont, au Cinéma Saint-Paul de Rezé, au Cinéville de Saint-Sébastien, au Ciné-Jade à Saint-Brévin et aussi au Cinéville de Saint-Nazaire. Voilà, un peu près partout. En VO de préférence, mais bon, la VF est admise quand même si... quand même. Merci beaucoup Elsa pour ce petit conseil. On vous souhaite de très bons ciné pour les vacances. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouveau 18h de Télé Nantes. Bonne soirée.